Nous allons débuter notre commission de ce matin. Nous accueillons aujourd'hui Madame Régine Atchondo, qui est présidente du Centre national du livre. Madame Atchondo, nous vous remercions d'avoir pu vous rendre disponible pour venir devant notre commission ce matin au milieu d'une activité chargée pour le CNL, puisque vous avez notamment le lancement de l'opération Partir en livre qui aura lieu du 19 juin au 21 juillet. Le secteur du livre est l'un des axes majeurs de travail de notre commission, comme en témoignent les deux propositions de loi adoptées à l'initiative de Sylvie Robert et puis de Laure Darcos en 2021, respectivement consacrées, nous nous en souvenons évidemment, aux bibliothèques et à l'économie du livre. Notre intérêt pour le livre traduit sa place éminente dans notre culture, tout spécialement dans notre pays qui s'est largement construit autour de ses œuvres littéraires. Créé le 11 octobre 1946, soit 14 jours avant le CNC, le CNL a pour vocation de soutenir l'ensemble de la chaîne éditoriale des auteurs, libraires et traducteurs à la promotion de la lecture dans les territoires. À ce titre, vous disposez d'une vision très précieuse pour nous sur les grands mouvements qui agitent l'édition et vous vous trouvez aux premières loges pour analyser la place du livre dans notre société. Vous avez en particulier rendu public le 9 avril dernier un rapport consacré aux jeunes Français et la lecture qui a fait, c'est le moins qu'on puisse dire, beaucoup parler. Ce travail confirme ce que beaucoup de parents ressentent certainement, à savoir une très préoccupante perte d'attractivité de la lecture par rapport au temps d'écran. Un seul chiffre suffit à le résumer. Les jeunes consacrent en moyenne 19 minutes par jour à la lecture, soit une baisse de 20% par rapport à 2022, et ils consacrent en comparaison 3h11 par jour aux écrans. Nous sommes donc dans une proportion de 1 à 10, encore plus marquée pour les garçons et qui s'accroît avec l'âge. La moyenne pour la population s'établit à 41 minutes par jour, ce qui signale un décrochement générationnel important. Cette situation est bien entendu alarmante quand on croit, ce qui est notre cas à tous ici, au rôle essentiel de la lecture dans la transmission des savoirs et des valeurs, la construction d'une pensée critique autonome et plus largement pour le bien-être des plus jeunes que l'on sait précisément affectés par la fréquentation des réseaux sociaux de manière immodérée. Il s'agit là d'une lame de fond et nous sommes intéressés bien entendu par vos développements et les remèdes qui pourraient être apportés. Je pense en particulier aux jeunes de plus de 16 ans. La question au fond est assez simple. La fin de la lecture serait-elle une fatalité? À l'occasion de cette audition, je voudrais mentionner une autre problématique, celle relative aux incertitudes entourant le rôle et la place des opérateurs de l'État, dont vous faites partie. À l'occasion de son discours devant les cadres de l'État, le 12 mars dernier, le président de la République a interrogé l'articulation entre administration déconcentrée et opérateurs, en soulignant, je cite, « Vos capacités d'action sont faibles parce que beaucoup de ces fonctionnaires sont chez les opérateurs ». Cette déclaration semble viser implicitement tous les opérateurs qui ont, comme le CNL, une action territoriale. Comment percevez-vous ces propos et avez-vous avancé sur cette thématique avec votre ministère de tutelle, le ministère de la Culture? Après avoir rappelé que cette audition était diffusée en direct sur le site internet du Sénat, je vais vous laisser la parole, Madame la Présidente, pour un propos introductif d'une dizaine de minutes et ensuite nous passerons bien sûr à une série de questions auxquelles, bien entendu, vous pourrez prendre le temps de répondre. Madame la Présidente. Bonjour et merci à tous de consacrer du temps ce matin à une question essentielle, me semble-t-il, pour notre démocratie, à savoir le livre et la lecture. Peut-être en introduction, j'aimerais vous présenter le Centre national du livre. Donc, le Centre national du livre est aujourd'hui l'opérateur public qui s'intéresse évidemment au livre, sous tutelle du ministère de la Culture, qui dispose d'un budget de 27 millions d'euros, dont 21,5 précisément sont distribués à beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre, et ce dans l'idée de préserver la diversité éditoriale et de pouvoir soutenir les prises de risques. Et cette enveloppe se répartit de manière quasi équitable
entre les auteurs et les traducteurs d'une part, à travers des bourses dites de découverte, création et année sabbatique, en fonction d'une part de l'expérience et de l'âge de l'auteur, des ouvrages précédents qui ont été commis, si je puis dire, puisque nous n'aidons les auteurs lorsqu'ils ont été au moins une fois édités, et non pas édités à compte d'auteur, mais véritablement édités par une maison d'édition, et sur la base d'un projet qui nous est adressé, de 2500 signes précisément, pour pouvoir juger de la bourse qui lui sera octroyée. Dans le même esprit, nous soutenons des bourses de traduction pour encourager les traducteurs étrangers à venir s'immerger dans la culture française et la langue française, et des bourses à des traducteurs français dans les pays dont ils traduisent la langue. Nous avons un soutien extrêmement conséquent aussi aux maisons d'édition, à la fois sur la base de, comme je le disais, prise de risque éditoriale, dans des champs qui sont ceux qui ne couvrent pas aujourd'hui les ouvrages touristiques, les ouvrages de bien-être et les ouvrages de cuisine. Donc nous aidons tout le reste avec 2 départements, un département de la fiction, un département de la non-fiction. Le département de la fiction couvre évidemment romans, littérature générale, romans graphiques jeunesse, bande dessinée, poésie, théâtre. Et la non-fiction couvre tout ce qui touche à la littérature classique et critique, sciences humaines et sociales, philosophie, histoire et littérature scientifique, qui est effectivement une littérature qui a plutôt tendance à souffrir sur le marché. Nos aides sont, j'allais dire, disproportionnées par rapport à la taille que prennent ces différents types de littérature et de disciplines sur le marché. Nous aidons proportionnellement plus le théâtre et la poésie que la littérature générale, car on sait que la poésie et le théâtre sont, sur le plan éditorial, plus menacés. Il en est de même sur les ouvrages de philosophie, psychanalyse, sciences des religions ou histoire des religions, qui ont tendance à souffrir davantage du marché actuel. Ce qui n'est pas le cas de la bande dessinée, de la littérature jeunesse. J'en profite pour dire que la littérature jeunesse et la bande dessinée en France est extrêmement créative, et ce sont des secteurs qui représentent plus de 60% de nos ventes à l'étranger, ce qui veut dire qu'avec cette littérature jeunesse et la bande dessinée, nous arrivons à casser les frontières et à atteindre un niveau d'écriture plus universel. Nous aidons, comme je le disais, de manière très équitable, tout le secteur de la librairie, et en particulier, évidemment, la librairie indépendante, avec des aides nationales au-delà de 250 000 € de chiffre d'affaires des librairies, et des aides qui rentrent dans le cadre de nos conventions territoriales. Je reviendrai ensuite aux conventions territoriales, qui nous lient aux régions et aux DRAC, pour, dans ce cas, être sur des librairies plus petites, dont nos critères nationaux sont totalement revus de manière différente pour s'adapter à ce qu'on considère comme indispensable, à savoir le maillage territorial. Nous avons des aides aussi à destination de ce qu'on appelle la vie littéraire, qui est un pan très important de la dynamique de la littérature en France, à savoir les festivals littéraires, les foires et salons du livre. On en compte en France plus de 1500. Le Centre national du livre a vocation à aider ceux dont le rayonnement est national et international, ce qui ne nous empêchera pas, dans le cadre des nouvelles conventions territoriales, de penser à l'image des librairies des aides plus ciblées sur des manifestations dont, à l'échelle territoriale, les élus régionaux et les directeurs régionaux des affaires culturelles estiment que leur place est importante. Et nous aidons environ 140 festivals de littérature par an. Nous aidons aussi
en Île-de-France, en France, les grandes maisons qui portent tout au long de l'année une politique à destination du livre et de la lecture. Je pense à la Maison de la Poésie à Paris, probablement la plus connue, mais la Maison de la Poésie de Nantes, extrêmement dynamique aussi, le Centre de Poésie de Marseille. Donc on est toutes les institutions qui portent le livre et la littérature tout au long de l'année sont soutenues aussi par le Centre national du livre. Et puis plus récemment, nous avons développé depuis 3 ans une politique que j'appelais agressive, et mes équipes justement m'ont dit agressif, non c'est pas bien Régine, donc je dirais volontariste, à destination du développement du goût de la lecture, à destination de tous les publics, mais en particulier à destination des publics de la jeunesse. Donc, comme vous l'avez dit très justement, Monsieur le Président, la dernière étude prouve le décrochage qui s'accuse d'année en année. Dans le cadre de cette politique en faveur de la lecture, nous avons en premier lieu noué une convention partenariale avec le ministère de l'Éducation nationale, avec lequel nous travaillons de manière extrêmement fluide. Et nous avons à ce titre organisé 2 axes différents. Un premier autour de masterclass de 2 heures d'auteurs qui se déplacent dans les collèges et les lycées en partenariat avec le Pass Culture. Nous en sommes aujourd'hui à 1800 masterclass et nous sommes l'offre collective la plus du Pass Culture la plus demandée par les enseignants. Notre objectif est de doubler les masterclass d'ici 2027. Nous avons un deuxième axe avec le ministère de l'Éducation nationale qui consiste à organiser des résidences d'auteurs dans les établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Nous finançons les bourses de ces résidences d'auteurs pour les auteurs à hauteur de 2 000 € de droits d'auteur. 70% de leur temps leur est préservé pour l'écriture de leur projet de création d'écriture et 30% de leur temps, à savoir 6 demi-journées dans le mois, qui peuvent s'étaler sur 2 mois, sont consacrés à un projet développé dans les classes, dans les établissements scolaires en relation avec les enseignants, qui sont souvent des projets qui tournent autour d'ateliers d'écriture. Ça peut être aussi mise en voix de texte, lecture à voix haute, dont on sait que c'est une manière de casser le frein du goût de la lecture, de la compréhension du texte pour les jeunes. Mais beaucoup sont autour d'ateliers d'écriture et les auteurs en particulier s'attachent à faire écrire les jeunes en atelier sur le domaine de l'émotion, qui est souvent, et on l'a constaté dans les études sur la santé mentale, notamment de nos adolescents aujourd'hui en France, que les émotions ont de plus en plus de mal à s'exprimer. Donc ça peut être décrivez la personne qui vous a le plus ému depuis que vous êtes né, décrivez la situation qui vous a le plus touché. Voilà, c'est beaucoup, on appelle ça les nuances d'amour et d'émotion. Donc ça c'est notre convention avec l'Éducation nationale. Nous soutenons une quinzaine d'associations qui œuvrent dans le domaine de la littérature, que vous connaissez, je suppose, Lire et faire lire, Lire pour en sortir, l'agence Quand les livres relient, qui intervient particulièrement dans les centres de protection maternelle et infantile. Donc nous aidons ces associations en les subventionnant sur la base de projets qu'elles nous soumettent et qui passent par le filtre de notre commission de soutien à la lecture à destination des publics spécifiques. Nous avons aussi créé le Goncourt des détenus en partenariat avec l'Académie Goncourt, qui existe depuis 2 ans. Nous allons entamer notre 3e édition en partenariat avec la direction de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a choisi les 45 centres de détention où nous serons présents. Du mois d'août, fin août, au moment où sort la première liste des Goncourt, qui comprend entre 15 et 16 livres chaque année, jusqu'à après la remise de tous les prix des Goncourt, à savoir vers le 14-15 décembre, où les détenus choisissent le titre qu'ils souhaitent décorer du Goncourt des détenus, qui suit le même soutien de l'Académie Goncourt,
avec des rencontres avec les académiciens concours pendant 2 mois et demi, tous les auteurs sélectionnés dans les concours qui se rendent dans les centres pénitentiaires, et le bandeau rouge de l'éditeur qui entoure l'ouvrage choisi par les détenus. Dans le même esprit, même si c'est totalement différent, nous avons créé plus récemment, en partenariat avec la PHP, une expérimentation auprès d'enfants atteints de longues maladies dans les hôpitaux, à savoir atteints de maladies département de l'oncologie ou de la psychiatrie, dans le cadre desquels nous organisons des ateliers de lecture à voix haute, enregistrement de podcasts qu'on leur offre. Ils peuvent s'écouter ainsi de nouveau, et les podcasts sont diffusés au sein des hôpitaux. Et la demande est grandissante, et nous espérons bien sûr, une fois cette expérimentation finie et évaluée, puisque nous avons reçu tout le corps médical pendant 2 heures au Centre national du livre il y a 1 mois pour évaluer cette première expérimentation, nous allons la déployer dans les CHU en région. Nous avons 2 gros événements, Partir en livre, que vous avez évoqué, qui va démarrer le 19 juin à destination des jeunes et des adolescents, à cheval sur la fin de la période scolaire et début des grandes vacances jusqu'au 20 juillet, afin que tous les jeunes que nous touchons puissent avoir eu un accès ludique fortement démocratisé au livre, un cadeau d'un chèque lire ou d'un livre pour qu'ils partent en vacances avec un livre que nous coéditons avec des grandes maisons d'édition et des petites indépendantes très qualitatifs. Et nous organisons ce festival pendant 1 mois. Nous avons plus de 950 auteurs qui se fédèrent, 6000 événements partout en France, avec un public que nous évaluons à 280 000 jeunes qui sont touchés dans le cadre de tous ces ateliers qui sont créés partout en France, dans les médiathèques, les théâtres, les musées, mais aussi à travers le Livrodrome, qui est notre parc d'attractions littéraires qui circule en France, dans plusieurs villes, pour accueillir des ateliers à destination des jeunes et des enfants. Nous avons les Nuits de la lecture, qui est un festival que nous a confié, dont l'organisation nous a été confiée par le ministère de la Culture il y a 2 ans, qui a lieu le 3e week-end du mois de janvier, qui réunit, lui, plus de 8000 événements en France, qui chaque année s'organise autour d'un thème et donne lieu à des événements, là aussi un peu inédits, autour de la lecture à voix haute, dans tous les lieux qui souhaitent s'inscrire et qui sont soutenus par le Centre national du livre, qui les aide dans la communication de l'événement et qui distribue là aussi à cette occasion des chèques lire pour que les familles qui sont inscrites puissent repartir avec la possibilité d'acheter un livre en librairie indépendante. Et puis enfin, nous avons créé un dernier bébé sur le plan événementiel, qui est plus un outil de communication, qui s'appelle le quart d'heure de lecture nationale, que nous avons organisé en partenariat avec l'Éducation nationale, qui s'adresse à tous les Français le 2e mardi de chaque mois de mars, qui invite les Français à fermer leur portable ou décrocher un quart d'heure de leur activité pour lire un quart d'heure. Et on aimerait que cette journée devienne un peu la journée de lutte contre le tabac, la journée des femmes, qu'elle prenne toute sa place dans les journées qui célèbrent des événements importants de nos vies. Et dans le cadre de ce quart d'heure, nous avons développé une politique qui s'appelle « Lire en entreprise », pour inviter les entreprises à signer une charte avec le Centre national du livre, qui leur donne accès à un kit de comment remettre le livre au cœur des entreprises, petites ou grandes, pour que le livre redevienne aussi dans l'entreprise un outil de partage des adultes qui sont des futurs parents, des grands-parents ou pas, mais qui est l'occasion de redire combien la lecture, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, permet aux individus, que ce soit les enfants bien sûr, mais aussi les adultes, de se retrouver soi-même et de s'enrichir. Voilà les actions du Centre national du livre, qui par ailleurs a une veille sur tous les sujets qui agitent, si je puis dire, notre profession, que ce soit les problématiques de concentration,
les problématiques à venir très vite de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elles auront à la fois sur la création, mais je pense surtout dans un premier temps sur la traduction, et tous les sujets qui peuvent traverser les industries culturelles de manière générale, et dont certaines sont propres au livre. Merci Madame la Présidente. Alors je vais commencer par poser les premières questions au nom de notre rapporteur, Michael Coulimet-Hautequet, qui n'est pas là, qui n'a pas pu être là ce matin. Et puis après, bien sûr, tous ceux qui le souhaitent pourront s'exprimer également. Alors 3 questions. D'abord, sur les relations entre les éditeurs et les auteurs, l'actualité a été marquée par les très vives polémiques qui ont suivi la sortie du rapport du Syndicat national de l'édition sur le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs le 6 mars dernier. Ce sujet n'est d'ailleurs pas propre au livre, mais se retrouve également en matière de production audiovisuelle. Le CNL est un lieu d'échange et de dialogue entre les différents maillons de la chaîne du livre. Pouvez-vous nous présenter les positions des uns et des autres et un point sur l'état actuel des discussions sur ce sujet que nous suivons avec attention ici dans cette commission. Deuxième question sur les craintes suscitées par les mouvements capitalistiques autour des groupes Hachette et Editis. Ils avaient été évoqués notamment dans la commission d'enquête sur la concentration des médias. La situation vous paraît-elle aujourd'hui pacifiée et le nouveau paysage éditorial propre à garantir la diversité de la création? Et troisième question, sur la question des violences sexuelles et sexistes dans le milieu de l'édition. Quelques affaires ont montré que le secteur n'était pas épargné. Je pense bien sûr au livre de Vanessa Spingora, Le consentement. Le CNL a adopté en mai 2022 une charte des valeurs qui mentionne explicitement la lutte contre les violences sexuelles et sexistes comme condition de l'accès aux aides. De quelle manière faites-vous respecter cette charte et quelle est votre évaluation du problème à ce jour? Je vais vous laisser répondre peut-être à ces 3 premières questions, puis après, mes collègues interviendront. Alors, sur les relations entre les éditeurs et les auteurs, il est évident que, compte tenu d'une part de la concentration des achats sur les ouvrages, j'allais dire, les plus connus, concentration de l'édition et de la diffusion et de la distribution, matinée à une politique de surproduction que l'ensemble des industries culturelles d'ailleurs partagent. Il est évident que la manne des droits d'auteur se répartit moins bien sur l'ensemble des auteurs, et notamment ceux qui sont les plus affectés sont ceux qui ne vivent que de leur métier, ou en tous les cas dont c'est le métier déclaré comme leur activité principale. C'est une minorité parmi les auteurs, mais cette minorité voit son enveloppe de droits d'auteur versée chaque année diminuer pour ceux qui ne sont pas dans les top 20. Plus l'édition édite, moins les tirages par titre sont importants. Et plus l'édition édite, plus la durée de vie d'un livre est courte. Donc, la part de droits d'auteur diminue. Donc, les auteurs qui sont concernés par ce phénomène voient leur situation se précariser. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les revenus parallèles à l'édition d'un ouvrage puissent rémunérer les auteurs, et je pense notamment, ce qui devient parfois presque 50% des revenus des auteurs, à la rémunération des auteurs lorsqu'ils interviennent dans les festivals ou dans les salons du livre. Le Centre national du livre a comme condition sine qua non de son soutien aux festivals ou salons la rémunération systématique des auteurs lorsqu'ils interviennent, selon le tarif de la charte des auteurs, qui aujourd'hui est à 300 € pour une intervention de 3 heures, en gros une demi-journée. C'est aussi ce pourquoi, au Centre national du livre, nous sommes heureux du succès des masterclass et des bourses, parce que ce sont des revenus qui... Alors non, c'est un cercle très vertueux.
non seulement les élèves découvrent un auteur en classe, un imaginaire, peuvent poser toutes les questions, ont généralement lu un ou deux ouvrages de l'auteur en question, ce qui leur permet de découvrir la littérature contemporaine. Pour certains d'entre eux, une littérature qui s'adresse à eux. C'est vertueux aussi parce que beaucoup d'élèves découvrent que les auteurs sont vivants et pensent que sinon les auteurs sont morts. Donc c'est quand même important de rappeler qu'il y a une véritable vie de chair et d'os dans la création contemporaine littéraire. Mais ce sont aussi des revenus non négligeables pour les auteurs lorsque dans leur période, j'allais dire un peu de latence, c'est-à-dire lorsque leur livre vient de sortir, ils ont fait la promotion, ils réfléchissent au prochain livre, ils ont peut-être déjà commencé la rédaction, mais ils ont quand même besoin d'une respiration. Beaucoup d'entre eux nous disent que se concentrer pendant 1 mois ou 2 aux rencontres d'auteurs leur permet d'avoir cette rémunération et en même temps une respiration, voire de nourrir leur travail créatif, car ils nous disent aussi que les questions que les jeunes leur posent ne sont jamais les questions des adultes ou des médias. Je dis pas que ça résout tout, mais ça fait partie de ces actions qui font qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen de rémunérer l'auteur sur tout ce qu'il fait en parallèle de l'écriture, compte tenu une fois de plus de la précarisation et de la diminution de l'enveloppe de droits d'auteur sur ce qu'on pourrait appeler la diversité éditoriale, c'est-à-dire ceux qui échappent aux 20 titres majoritaires du marché. Maintenant, plus techniquement, après les alertes, il y a plus de 10 ans, des auteurs qui avaient lancé un cri d'alerte auprès des pouvoirs publics sur leur précarisation grandissante. En mars 2021, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, avait lancé une étude sur la répartition une mission de médiation qui avait été confiée au professeur Pierre Sirinelli sur la fameuse répartition de la valeur. Les résultats les négociations avaient avancé, elles étaient estimées encore pas suffisamment satisfaisantes, notamment par les auteurs. Et donc, en décembre 22, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, avait confié au service du livre et de la lecture qui est au sein de la Direction générale des médias et des industries culturelles d'organiser une consultation entre les auteurs et les éditeurs qui s'est déroulée sur les sujets suivants: vente de livres soldés, assiette de rémunération de l'auteur en cas de cession à un tiers, vente de livres à l'étranger, systématisation de la progressivité des taux de rémunération, sécurisation de l'avaloir, encadrement des pratiques de l'avaloir et prestations particulières. On peut dire aujourd'hui que les avancées de ces différents, d'une part, missions du professeur Sirinelli, puis groupe de travail mené sous la houlette du service du livre et de la lecture, avec les représentants des éditeurs et les représentants des auteurs, ont permis un accord sur les points suivants, sans être trop technique. La mise en place d'une reddition des comptes semestriels, qui va être désormais obligatoire, et qui va permettre une plus grande régularité et périodicité du paiement des droits d'auteur. Un meilleur encadrement de la pratique de la provision des exemplaires invendus. La création d'une obligation d'information à la charge de l'éditeur lorsqu'il procède à une sous-cession de l'œuvre ou d'une partie de l'œuvre d'un auteur, ou la transmission, c'est-à-dire la transmission des droits à un tiers pour l'utilisation de l'œuvre, un principe de résiliation du contrat de traduction en cas de disparition du contrat de cession de l'œuvre première et de la fin de l'exploitation commerciale de cette première œuvre première traduite, et l'amélioration de certains points
notamment le pilonnage des stocks, les arrêts de commercialisation, et pour mieux définir la période qui suit la fin du contrat qui lie un auteur à un éditeur. Ça, ce sont les avancées. Ces avancées ne sont pas encore totalement satisfaisantes, même si ce sont des avancées réelles. Les auteurs considèrent qu'elles ne touchent pas à un sujet qui est pour eux un sujet extrêmement important, qui est l'avaloir et la progressivité du taux d'avaloir. C'est un sujet plus complexe, d'abord parce que tous les genres littéraires ne fonctionnent pas de la même manière. Je vous parlais tout à l'heure de la non-fiction. Tout ce qui sont des travaux de recherche qui donnent lieu à l'édition d'un ouvrage, après évidemment un retravail. On n'édite jamais un ouvrage qui est directement une thèse, sinon c'est pas lisible. Mais en revanche, ça donne lieu très fréquemment dans le domaine de la non-fiction à de l'édition de recherche. Sont écrites par des chercheurs, professeurs d'université, dont l'activité principale et la rémunération principale n'est pas celle d'un auteur. Ça ne veut pas dire à ce titre qu'ils n'ont pas à percevoir de droits d'auteur, mais évidemment, et on le voit nous en tous les cas, dans nos études au Centre national du livre, pour les auteurs que l'on soutient, le droit d'auteur, l'avaloir est plus petit qu'en bande dessinée, où l'avaloir est le plus grand. Pourquoi? Car on a souvent deux auteurs. On a l'auteur et le dessinateur, l'illustrateur. Donc les genres littéraires peuvent difficilement être traités de la même manière. C'est un sujet que nous allons recommencer, nous, les discussions avec les auteurs pour ce qui représente la conditionnalité des aides du Centre national du livre, puisque notre ministre de la Culture, Madame Rachida Dati, a d'une part lancé, après l'étude du SNE sur le partage de la valeur, qui, comme vous le dites, a mis le feu aux poudres, notre ministre de la Culture a demandé qu'un même travail soit fait sur le revenu des auteurs, en prenant en compte toutes leurs charges, puisque le syndicat national de l'édition a bien expliqué que le camembert qui a mis le feu aux poudres était lié au fait qu'ils prennent bien en considération la totalité de leurs charges à eux en tant qu'éditeurs. Ce travail va être fait sous la houlette du ministère de la Culture et du service du livre et de la lecture pour les auteurs, pour qu'on compare des choses comparables. Parallèlement, à partir du mois de septembre, nous allons reprendre, à la demande de notre ministre de la Culture, la réflexion avec les sociétés qui représentent les auteurs et les sociétés qui représentent les éditeurs, les discussions de la conditionnalité de nos aides, sachant que le volume que nous éditons est évidemment très petit par rapport à la totalité de volume édité en France, mais que souvent les règlements du Centre national du livre donnent un peu le là. Par exemple, nous conditionnons aujourd'hui nos aides à la traduction au fait que le feuillet d'un traducteur soit rémunéré 21 € le feuillet. Nous allons d'ailleurs l'augmenter puisque ce tarif n'a pas bougé depuis 9 ans. Mais lors d'un prochain conseil d'administration, nous allons soumettre une augmentation aux membres de notre CA du feuillet. On sait que même si le Centre national est un acteur important de la traduction, mais évidemment minoritaire dans l'ensemble des ouvrages traduits dans le monde éditorial, dans le monde du livre, le fait que nous l'ayons, que le 21 € soit la norme du CNL, donne aux traducteurs la possibilité de négocier, même si la traduction ne va pas être soutenue par le Centre national du livre. Donc, on est très attendu sur ces négociations qui, une fois de plus, représentent une petite minorité des ouvrages soutenus, des ouvrages édités en France, mais peut donner un cadre sur lesquels les auteurs pourraient mieux négocier leur contrat avec les éditeurs.
Et une fois encore, aujourd'hui, nous allons reprendre nos discussions avec l'ensemble des représentants des auteurs et des éditeurs lors de nos premiers échanges il y a plus d'1 an, que nous avions interrompu parce que nous attendions le résultat de la négociation entre le ministère de la Culture, les auteurs et les éditeurs, pour ne pas avoir des négociations parallèles qui auraient pu être paradoxales. Donc nous les avions interrompus en accord avec le ministère de la Culture. Nous allons les reprendre. Nous savons que le point de la distinction dans la valoir en fonction du genre disciplinaire est un sujet, par exemple, sur lequel aujourd'hui nous ne sommes pas certains de trouver un point d'accord, par exemple. Mais il y aura beaucoup d'autres aspects à traiter sur lesquels nous savons pouvoir tomber d'accord. Sur la question de la concentration. Sur la question de la concentration, les 12 premières entreprises en France, les 12 premières maisons d'édition représentent 87% du marché. Les 4 premières maisons d'édition représentent 55% du marché. Donc je dirais qu'avec ces 2 chiffres-là, on a presque tout dit. Sur une concentration qui, de surcroît, peut inquiéter quand il y a une forme la crainte peut être une forme de concentration verticale avec les points de vente, notamment le nouvel entrant IMI qui a racheté Editis, comme vous le savez, détient 25% au capital de la FNAC. Donc il y a eu une grosse inquiétude chez les indépendants avec la peur que cette part de capital puisse donner une plus grande chance, une plus grande visibilité dans un des plus gros points de vente aux livres issus de la maison d'édition du groupe. Des inquiétudes sont nées sur le rachat d'Hachette par Vivendi, le groupe Vivendi, comme vous le savez, détenant des titres de presse, même si l'autorité de la concurrence à Bruxelles a demandé la vente de certains d'entre eux, mais dispose d'une force de frappe à la fois médiatique, d'adaptation via la très belle maison Canal+, une visibilité sur les radios et les chaînes de télévision. Donc voilà, la crainte, elle se situe à ce niveau-là. Vous dire aujourd'hui qu'il y a un effet sur le marché, je ne suis pas en mesure de le faire, car je pense qu'il faut attendre au moins 1 an. Et des études qui soient multifactorielles. On sera obligé, si on fait vraiment une véritable étude il faudra être très très fin pour mesurer tous les impacts possibles qui touchent la force de frappe, en tenant compte des outils de distribution et de diffusion qui sont extrêmement puissants chez Hachette Distribution et Interforum pour le groupe Editis, qui sont les 2 plus gros distributeurs, diffuseurs, et il faudra regarder les impacts sur tous les aspects, médiation, couverture médiatique plus exactement, les cessions à l'étranger, les adaptations possibles, les effets sur les points de vente. C'est vraiment multifactoriel. Mais je crois déjà qu'on peut dire que de toute façon, il y a un effet de concentration uniquement déjà lorsqu'on observe les parts de marché des plus gros groupes. Sur les violences sexuelles et sexistes, la charte que vous avez mise en œuvre, est-ce que... Déjà, elle concerne le Centre national du livre, oui. Avec un référent médiateur, cellule d'écoute, etc. Et dans nos règlements... Allez-y, madame. Ouais, Merci. ouais, Effectivement, Marlène Maton, secrétaire générale. Micro, madame. merci beaucoup. Effectivement, nous avons adopté en mai 2022 la charte des valeurs du Centre national du livre sur 3 volets. Le premier volet concerne la lutte contre les violences et harcèlements sexuels et sexistes. Le deuxième volet concerne la lutte contre les discriminations. Et le troisième volet est en faveur de la transition écologique. La charte permet
à chaque demandeur d'aide, désormais, depuis juin 2022, de souscrire à cette charte et s'engager. Les engagements sont divers. Les engagements portent sur le respect et les obligations et l'interdiction définie bien entendu par la loi. Nous l'avons rappelé. Ainsi, toutes les structures employeuses s'engagent à respecter les prescriptions légales en matière de santé, sécurité et harcèlement sexuel pour protéger leurs salariés, mais aussi leurs collaborateurs, les partenaires et les prestataires avec lesquels ils travaillent. Toute personne physique concernée par la charte s'engage également à n'adopter aucun comportement de harcèlement ou de violence sexuelle et sexiste dans le cadre de ses activités. Les demandeurs d'aide s'engagent par ailleurs à informer et sensibiliser à tous les niveaux pour prévenir les risques, donc aussi bien, comme je le disais précédemment, les collaborateurs, les partenaires et les prestataires avec lesquels ils travaillent. Ils s'engagent à favoriser et à multiplier les formations dans ce domaine. Il en est de même, bien évidemment, pour les organisateurs de manifestations littéraires. Tous ces engagements, bien entendu, doivent être respectés. Le CNL est vigilant dans ce domaine. Il se réserve le droit, en cas de non-respect de ces engagements et de toutes ces obligations, en fonction de la gravité des faits établis et par des manquements constatés, de suspendre l'accès de ces aides dans les conditions déterminées par le conseil d'administration. Donc depuis mai 2022, nous n'avons pas eu à statuer, heureusement, dans ce cadre, mais effectivement, c'est bien prévu que, en cas de manquement avéré, le CNL peut suspendre ces aides. Merci. Je rajouterai juste un point. L'ensemble des aides que nous distribuons ne sont pas décidées par les équipes du CNL sur leur bon vouloir ou leur bonne intuition. Nous avons 24 dispositifs d'aide et autant de commissions qui comprennent entre 13 et 20 membres experts indépendants qui décident des aides allouées selon des critères précis. Il se trouve que nous avons aussi adressé cette charte aux 24 présidents de nos commissions et nous en avons rappelé le contenu lors de la signature pour que chaque membre de commission soit conscient de l'existence de ce dispositif. Bien, je vais vous laisser la parole pour poser vos questions. On va prendre toutes les questions, Madame la Présidente. Je vous invite à bien les noter. On commence par Laure Darcos, auteur de la PPL sur le livre. Oui, merci Président. Madame la Présidente, merci. Vous avez dit déjà beaucoup de choses. Moi, je voulais revenir sur le quart d'heure de lecture, parce que vous parliez d'un quart d'heure de lecture nationale. Mais l'ambition aussi du ministère de l'Éducation nationale, c'est de pouvoir également l'instituer tous les jours, quotidiennement. Comment vous associez du coup avec le ministère sur ce sujet? Est-ce que du coup on vous demande aussi, alors je ne dis pas forcément les intervenants extérieurs parce qu'à ce moment-là c'est quand même beaucoup plus compliqué quand c'est quotidien, mais est-ce que vous avez fourni en fait voilà, des éléments pour que ce quart d'heure de lecture se fasse plus spontanément? Est-ce que vous y avez été associé? Voilà. Sylvie Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais, en préambule de mon propos, rappeler combien la chaîne du livre et l'ensemble de ce qui la constitue est importante et que lorsque nous pensons à une politique publique liée à nos collectivités, et je pense bien sûr à la question de la lecture publique, mais pas seulement, la question des librairies, la question de l'aide aux librairies du coup, de l'aide aux auteurs, aux producteurs. Enfin, c'est un écosystème qui se tient et qui, je trouve, dans le contexte actuel, a vocation à être solidaire. Ça, c'est le préambule. La deuxième chose, vous avez dit beaucoup sur l'état de la situation entre auteurs et éditeurs. Je n'y reviendrai pas. Du coup, j'aurais 3 questions très simples. La première question concerne, et vous l'avez dit fort justement, Madame la Présidente,
la paupérisation, voire même la précarisation des auteurs. Vous avez justifié le contexte. J'ajouterais que le numérique et la façon de fabriquer des livres aussi en est un des éléments. C'est-à-dire qu'avant, il y avait tout un processus qui, dans le temps, durait. Aujourd'hui, en 48 heures, un éditeur reçoit un ouvrage, enfin, est capable de l'imprimer. Et ça, le rapport au temps, je trouve, a joué aussi beaucoup dans cette question de la surproduction, vous l'avez dit vous-même, et du coup, derrière de la paupérisation. Vous avez plusieurs aides, les bourses aux auteurs, hein, vous les avez rappelées, découverte, création et sabbatique. Et donc, il faut trouvé un éditeur déjà pour les auteurs. Est-ce que vous ne pensez pas que dans le contexte actuel, une aide on va dire, primo-auteurs, c'est-à-dire ce qui pourrait justement permettre un accompagnement plus renforcé d'un auteur, en l'accompagnant aussi sur la réalité de ce qui sera ou pas son métier, serait intéressante sans qu'obligatoirement il y ait déjà un éditeur. Vous voyez, je pense au CNC sur les aides aux premiers films, ou parfois, même sans producteur, dans les commissions d'ailleurs nationales du cinéma que les régions permettent. C'est quelque chose presque de l'aide à l'écriture, mais vous voyez, pour essayer de vraiment accompagner un première autrice ou auteur. Ma deuxième question, j'ai été très intéressée par la parution de l'étude sur les adaptations cinématographiques et audiovisuelles des œuvres littéraires. Dont l'un des axes, d'ailleurs, de cette étude consiste à améliorer l'accompagnement des éditeurs pour valoriser leur catalogue d'œuvres auprès des producteurs. Est-ce que le CNL est partie prenante de cet accompagnement-là? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mieux peut-être associer et sensibiliser les auteurs sur cet enjeu, puisqu'on voit que c'est en vraiment grand développement et que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et enfin, une dernière question, peut-être un peu plus... enfin voilà, vous y répondrez comme bon vous semble, bien sûr. Le président de la République a émis l'idée de taxer les livres d'occasion. Quelle est votre opinion sur le sujet? Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'aimerais revenir sur la question de l'édition scientifique que vous avez un peu évoquée, avec une double problématique, celle d'abord de la place du français dans l'édition scientifique, et deuxièmement le conflit latent qui perdure avec les directives sur la science ouverte imposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Malgré les multiples rapports, malgré l'avis du médiateur du livre, M. Mauchon, en 2023, certains des organismes institutionnels de la recherche continuent à imposer à leurs auteurs de rendre publics les manuscrits qu'ils donnent aux éditeurs, ce qui met en grave danger les éditeurs, qui sont souvent des petites maisons d'édition, dont le modèle économique est complètement dépendant de la vente au numéro. Et Couperin vient de passer un immense contrat avec Elsevier pour 33 millions d'euros. C'est un tiers de ce qui est dépensé pour les ressources documentaires pour l'université. Il y a une forme de déséquilibre qui est aujourd'hui qui pose problème, parce qu'on sent très bien que la logique de ce qui est en train de se réaliser va faire que l'édition sciences humaines va être de plus en plus anglo-saxonne et en langue anglaise, de moins en moins française. Et puis, comme Laure Darcos et votre serviteur l'avait signalé lors d'un rapport de l'OPEX, il y a un risque d'étatisation de la production scientifique qui pose problème pour la diversité des opinions. Donc j'aurais aimé vous entendre sur ce sujet. Je vous remercie. Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci Monsieur le Président et merci Madame la Présidente pour les éléments que vous nous avez présentés. Moi j'ai deux questions à vous poser.
Donc la première, c'est comment le Centre national du livre compte-t-il relever le défi posé par l'attrait des écrans et les réseaux sociaux pour encourager les jeunes à lire davantage? Y a-t-il des programmes intégrant des technologies numériques comme les applications de lecture ou des plateformes interactives pour rendre la lecture plus attrayante et accessible à cette génération numérique? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, vous nous avez présenté l'initiative Lire en entreprise. Je voulais savoir si vous aviez déjà des résultats à nous présenter en termes de participation et d'impact sur les employés. Et comment envisagez-vous de renforcer cette initiative pour toucher un plus grand nombre de salariés et promouvoir la lecture comme activité bénéfique au sein des entreprises? Else Joseph. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Donc, merci pour tous ces propos. Beaucoup de choses ont été dites. Malgré tout, j'ai deux petites questions. Le côté numérique a été évoqué, et notamment sur l'aspect des traductions, c'est-à-dire comment aujourd'hui on peut encourager la traduction réelle par des vrais traducteurs, et le recours éventuel à des contrats de traduction. Et donc, comment le CNL se positionne sur cet enjeu. Et puis une autre question, puisque ça a été évoqué par un grand nombre de mes collègues, sur le défi pour que les jeunes soient véritablement attirés par les livres, qu'ils prennent les bonnes habitudes. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'expérimentation, l'expérience de la rencontre entre les jeunes et les auteurs dans le cadre du projet de résidence d'auteurs en colonie de vacances et centre de loisirs, qui avait été lancé, si je ne me trompe pas, en 2021, qui a été renouvelé, et donc voir s'il y a quelques enseignements qui ont pu être tirés de cette expérimentation. Merci. Monique de Marco. Oui, je reviens. Bonjour madame, et je vous remercie pour toute cette présentation. Je reviens quand même sur la disparition des librairies indépendantes. En 10 ans, près d'une librairie indépendante sur 10 a fermé ses portes. Les sites internet et les grandes surfaces grignotent chaque jour davantage les parts de marché, malgré des politiques publiques cherchant à protéger les librairies. Vous en avez parlé. Quelles seraient aujourd'hui les démarches du CNL pour renforcer? Vous avez parlé de convention territoriale, mais il ne doit pas renforcer, ou trouver donc notre mode, une autre action pour pouvoir protéger ces librairies indépendantes. Et puis moi, j'avais évidemment la question qu'a posée Sylvie Robert, peut-être que je le dis différemment. Lors du Festival du Livre, Emmanuel Macron a annoncé vouloir mettre en place une contribution sur le marché du livre d'occasion pour protéger le prix unique sur les ouvrages neufs. D'après vous, le marché du livre d'occasion serait-il un concurrent au livre neuf? Qu'en pensez-vous? Doit-on aller... Est-ce un concurrent? Doit-on donc justement rajouter une contribution sur ce marché qui se développe? Voilà, ce sont mes questions. Bernard Fieller. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre présentation. Et je découvre et j'apprécie tous les partenariats que vous développez. Il y a simplement, je n'ai pas repéré dans votre exposé de partenariat avec l'audiovisuel. On sait, par exemple, on vient d'enterrer, hélas, Bernard Pivot dans le Beaujolais, et on sait quelle a été l'influence, par exemple, d'émissions comme Apostrophe sur la lecture. Et est-ce qu'il y a un soutien à des émissions justement littéraires avec un partenariat avec l'audiovisuel justement pour la promotion des livres? Et le deuxième partenariat non plus dont j'ai pas entendu parler, est-ce qu'il y a des choses de prévues avec Villers-Cotterêts? On sait que est-ce qu'on peut se servir ou utiliser ou avoir des partenariats avec Villers-Cotterêts justement pour la promotion de la langue française et des livres? Et puis, il y a une petite remarque, moi, je voudrais faire. Dans la délégation à la prospective, on s'est interrogé donc, sur l'IA, et on a eu une présentation qui montre ce que peut d'ailleurs nous apporter l'IA, avec l'exemple de modèles dans lesquels on donne, par exemple, beaucoup à moudre à une machine pour régler des équations à 3 inconnus. Lorsqu'on les fait passer à 4, elles ne trouvent pas. Lorsque la même machine, on l'alimente avec beaucoup de littérature, eh bien, on s'aperçoit que de temps en temps, elle arrive à régler une équation à 4 inconnus. Ça veut dire qu'il doit se passer dans les systèmes neuronaux, aussi bien de la machine, mais à ce moment-là aussi des individus, des interférences qui font
qu'on progresse aussi sur le plan scientifique en ayant beaucoup de lectures. Et est-ce que c'est utilisé parce que on sait quand même que les élèves sont parfois classés, il y a les littéraires et les scientifiques, et dans les filières scientifiques, il y a très peu d'incitation, je trouve, à la lecture et aux autres cultures. Et deuxièmement aussi, c'est de ne pas barrer les gens qui ont fait des carrières dans le domaine littéraire à pouvoir postuler à des postes avec des compétences scientifiques qu'ils arrivent tout à fait à relever. Laurence Garnier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente pour cette présentation. Vous avez la chance de faire un très beau métier dans un monde envahi par les écrans, ça a été dit par plusieurs collègues ce matin, de développer et d'encourager le livre à prendre toute sa place dans notre société. Je voudrais, avant de parler vraiment lecture, rejoindre les propos de Sylvie Robert sur tout l'écosystème du livre que vous soutenez au travers du CNL, parce qu'évidemment, pour qu'il y ait des livres, il faut qu'il y ait des gens pour les lire, mais il faut aussi qu'il y ait des gens pour les écrire, pour les éditer et pour les fabriquer. Et on sait à quel point cet écosystème est fragile et à quel point il est nécessaire de l'accompagner. Je voudrais ce matin parler davantage des plus jeunes et vous faire part de ma consternation lorsque j'ai entendu un professeur de français de seconde me dire que faire lire un texte de 5 pages à ses élèves était devenu un exercice très compliqué. Je crois que ça donne la mesure du chantier qui est devant nous. Et c'est d'autant plus dommageable qu'on mesure chaque jour davantage les bienfaits de la lecture sur la capacité à maîtriser un langage et donc une pensée complexe. Il y a des études qui montrent aussi, je fais écho aux propos de mon collègue Bernard Fialer, que la lecture est aussi un vecteur de réussite pour les études scientifiques. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'inverse fonctionne, vous pourrez peut-être nous apporter des éclairages, mais que les mécanismes neuronaux qui sont mis en place par une lecture intense favorise la réussite, y compris dans des sciences qu'on appelle dures, en tout cas mathématiques, physique et autres. Et puis, il y a des études qu'on connaît un peu moins, mais qui montrent que la lecture favorise aussi l'empathie, parce qu'en fait, elle permet d'entrer dans la psyché de l'autre, et il semblerait que ce soit notamment vrai dans le roman, et le roman de fiction, sans doute lié au fait que le point, enfin, comme on appelle ça, le narratif interne, en fait, le point de vue interne du narrateur, permet aussi cette empathie. Alors, je crois qu'on a là quand même beaucoup d'ingrédients dans une société de l'immédiateté, dans une société où le niveau d'éducation, on le regrette et on le constate, a tendance à baisser, dans une société où la violence a tendance à augmenter, où on met en place des cours d'empathie dans les écoles. Moi, je suis absolument convaincue qu'une pratique intensive de la lecture contient en elle-même les clés de beaucoup d'enjeux de notre société d'aujourd'hui. Une fois qu'on a dit tout ça, je crois que toutes les lectures ne se valent pas et qu'on a aussi un enjeu, vous l'avez d'ailleurs rappelé, Madame la Présidente, à soutenir certaines formes de lecture, certaines formes de littérature qui sont sans doute plus exigeantes que d'autres et qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous avez parlé du soutien du CNL au théâtre, vous avez parlé du soutien à la poésie, qui sont évidemment des formes littéraires moins courues de nos jours, et vous avez raison de les soutenir. Je parlais à l'instant des romans de fiction. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, la question est de savoir comment on encourage ce type de lecture auprès de nos jeunes. Pour ça, on a des outils. La puissance publique a mis en place des outils. Je pense notamment au Pass Culture. Et là aussi, je suis assez interrogative sur l'usage qui est fait par nos jeunes de ce Pass Culture. Ma question était de savoir si, en tant que présidente du CNL, vous avez des informations, une forme de typologie des livres qui sont achetés par nos jeunes dans le cadre du Pass Culture. De ce que j'entends autour de moi, il y a beaucoup de BD et beaucoup de mangas.
c'est très bien, j'ai rien contre les BD, rien contre les mangas, mais je pense qu'en termes d'exigence littéraire, il y a peut-être des choses à accompagner, et quand c'est de l'argent public, on est peut-être fondé à l'accompagner davantage, justement pour faire en sorte que nos jeunes se frottent aussi à des littératures différentes et peut-être plus exigeantes. Donc voilà, c'était ma question sur l'accompagnement à ce type de littérature grâce aux outils mis en place par la puissance publique. Jean-Gérard Pommier. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots, puisque j'ai l'honneur de représenter, suite à la désignation du président Larcher, le Sénat au conseil d'administration du CNL. D'ailleurs, premier mot, Madame la Présidente, j'ai été fort bien accueilli par vous-même et votre équipe. Et ensuite, saluer le travail de ma prédécesseure au CNL, Madame Laure Darcos, qui a laissé un excellent souvenir dans cette belle maison. Juste quelques mots. Lors du premier conseil d'administration, le 14 mars, j'ai retenu particulièrement 4 points lors de tous les points à l'ordre du jour qui m'ont frappé. D'abord, la confirmation que le livre perd 4 à 5% de part de marché par an. Ensuite, et je n'y reviens pas, l'érosion préoccupante de la lecture chez les jeunes. Ensuite, le fait que l'intelligence artificielle crée, je dirais, une citation nouvelle et un souci pour les auteurs et les traducteurs. Et enfin, la concentration croissante, Madame la Présidente l'a dit, des achats sur un nombre limité de livres, d'où des problèmes sérieux pour les éditeurs indépendants. Faire part aussi de 2 initiatives connues avec Madame Atchondo. D'abord, puisque les départements ont la compétence du livre, c'est d'aller voir, dans un département que je connais le mieux, le mien, faire un point précis de tout ce qui existe en matière de livres, dans les collèges, les EHPAD, peut-être les entreprises, en prison, un peu partout, dans les communes, voir un petit peu ce qui se passe. Et un peu comme mission flash en quelque sorte. Et ça pourrait se poursuivre peut-être, à votre diligence, peut-être dans un ou 2 départements, peut-être plus urbains, pour avoir un élément de comparaison possible. Et ensuite, c'est vous dire que, suite à une étude qui vient d'être faite sur les boîtes à livres au plan national, c'est de faire aussi un sondage départemental sur les boîtes à livres dans un département, pour voir évidemment ce que ça apporte, parce que je vois beaucoup de communes se sont lancées dans cette initiative, et peut-être qu'il y a là matière pour le CNL à pouvoir, notamment dans les secteurs ruraux, dans les communes rurales, à apporter un appui financier pour ces boîtes à livres, qui souvent sont faites d'ailleurs de manière en matériaux recyclés. Et enfin, je dirais peut-être un souhait, puisqu'on prône le quart d'heure de lecture pour les jeunes, peut-être pourrait-on le prôner aussi pour les sénateurs, particulièrement de la Commission. Merci. Merci. Agnès Evren. Merci Monsieur le Président et merci Madame la Présidente pour votre engagement qu'on reconnaît tous pour le CNL et la lecture des plus jeunes. Je voudrais moi revenir sur la corrélation entre le décrochage au niveau de la lecture et la surexposition aux écrans. Ça a déjà été évoqué, mais il est vrai qu'on connaît les conséquences éducatives et notamment en termes de santé mentale sur les jeunes en capacité, donc la perte de capacité de concentration, d'imagination, de mémorisation. Et donc le sujet est de savoir comment réconcilier les jeunes avec le livre et le support papier. Vous avez parlé de toutes les conventions qui ont été mises en place, notamment avec le ministère de l'Éducation nationale, sur les masterclass et les leçons de littérature auxquelles j'ai eu un immense honneur de participer à l'époque en tant que vice-présidente en charge des lycées. Et c'est là où on avait vu effectivement que la pente était raide, quand on voyait bien qu'on mettait un auteur face aux élèves et que les premières questions systématiquement qui étaient posées concernaient plus combien vous gagnez, quelle est la marque de votre voiture, sans s'imaginer qu'en fait le travail de création pouvait être une fin en soi. Et c'est vrai que c'était assez troublant de voir que beaucoup d'élèves qui étaient présents dans ces masterclass n'avaient pas de bibliothèque chez eux, n'avaient pas accès à la lecture. Quand on leur demandait qui a une bibliothèque à la maison, ils étaient 3-4 dans la classe à lever la main. Donc moi j'ai toujours considéré que ces leçons de littérature étaient absolument essentielles parce qu'en fait c'est le contact humain avec un auteur qui donne ensuite le goût de la lecture et le goût de découvrir en fait l'auteur à travers ses livres, puisqu'il y avait tout un travail qui était fait en amont, notamment en allant dans les bibliothèques pour découvrir l'auteur. Donc moi je voulais savoir en fait sur ces leçons de littérature, est-ce qu'il y avait véritablement un maillage territorial, quel département, vous avez dit le nombre aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait les généraliser, quand on voit qu'il y a très très peu, pour certains élèves en tout cas, pas d'accès à la littérature et que les parents ne lisent pas forcément. Voilà. Est-ce que ce sont des lycées professionnels? Quelle taille d'établissement, premièrement? Et deuxièmement, il y a une récente
proposition qui a été faite par la ministre notamment sur l'obligation en fait de déposer de façon expérimentale les portables à l'entrée des écoles et des collèges. L'UNESCO récemment a fait une recommandation mondiale d'interdire donc l'utilisation des smartphones dans le monde entier. Encore une fois, je le répète, dans le monde entier, dans les écoles et les collèges. Cette interdiction, elle a fait l'objet d'une loi en 2018, sauf qu'en fait, en pratique, elle n'est absolument pas respectée, puisqu'un élève sur 5, d'après une récente étude, en fait, a son téléphone ou dans la poche ou à portée de main. Et tout le monde le sait, c'est une source de perturbation et de distraction. Et 58% d'élèves au collège, récemment, selon l'OCDE, en fait, disaient avoir été distraits au moins une fois pendant un cours de mathématiques par les notifications qui tombent. Donc, quelle est votre recommandation, vous, sur la nécessité d'une rupture entre le temps scolaire et le temps passé à la maison? Parce qu'aujourd'hui, les écrans, en fait, envahissent tellement le quotidien des jeunes, comme des adultes d'ailleurs, c'est qu'il n'y a plus de rupture entre le temps scolaire et le temps passé à la maison, avec tous les likes, les notifications qui tombent. Voilà, donc, quelles sont vos recommandations sur la surexposition aux écrans en lien, donc, avec la lecture de nos jeunes? Merci beaucoup. Jacques Grosperrin. Merci. Merci, Président, Madame la Présidente. Merci pour votre présence et votre engagement. Moi, je voudrais poser une question en prolongement de l'intervention de mon excellente collègue Laurence Garnier sur la baisse de la lecture chez les jeunes, parce que certaines enquêtes du CNL, vous l'avez dit, donc ont confirmé cette tendance. Est-ce qu'il ne faut pas néanmoins rester prudent et se méfier parfois des chiffres et rester nuancé, parce qu'il y a un amalgame qui peut être fait entre la lecture pour l'école et la lecture pour les loisirs. Ça a été dit fortement tout à l'heure sur les lectures numériques et sur d'autres modes de lecture qui sont jusqu'à présent mal appréhendés. Ma première question, c'est quels outils particuliers utilise le CNL pour cerner justement toutes les réalités sociales dans l'évolution de ces missions et donc dans la compréhension des enjeux de demain pour la lecture qui sont dépendant en tout cas de ce que je viens de dire vis-à-vis des craintes qui peuvent surgir sur cette baisse de lecture chez les jeunes. La deuxième question, c'est quels sont les types de relations que vous avez en particulier avec l'éducation nationale, mais également avec la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts. Et enfin, ça a été dit également, c'est quelles sont aussi vos relations avec les collectivités locales et surtout avec les communes. Je vous remercie. Avec les communes. Catherine Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, merci pour votre fort engagement que nous connaissons bien en faveur du livre, de la lecture et de toute la filière. Le Centre national du livre et le bras armé du ministère de la Culture, justement pour ce secteur, nos agences en région, malgré tout, font état d'une tension qu'il existerait avec le service du livre et de la lecture du ministère. Et parfois, il y a quelques difficultés à voir qui fait quoi, qui porte les dispositifs. Donc, éprouvez-vous vous-même des difficultés dans la mise en œuvre de cette politique au service du livre et de la lecture et comment les choses peuvent être clarifiées dans le sens forcément de l'intérêt général qui est celui bien sûr des professionnels et de la cause de la lecture. Vous avez évoqué les conventions territoriales avec nos agences en région, elles sont très importantes, elles ont un socle commun. Pouvez-vous aussi nous faire état peut-être des nuances qui peuvent exister d'une région à l'autre? Autre question sur l'action extérieure de l'État. Comment le Centre national du livre travaille-t-il avec l'Institut français, avec le ministère des Affaires étrangères, au soutien aux librairies francophones à travers le monde, aux festivals francophones également à travers le monde? Je sais que vous avez une commission spéciale. Enfin, ma dernière question porte sur la question des droits culturels. Vous avez évoqué le remarquable travail que vous faites en faveur des CHU. Je pense que ça va s'inscrire dans la nouvelle convention du ministère qui pour l'instant est caduque depuis 3 ans. Donc j'espère que le ministère va se bouger enfin pour renouveler cette convention et intégrer les actions des différentes agences et établissements publics. Ma question porte également sur les actions en faveur des malvoyants, de l'audiodescription. Voilà, qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle? Pouvez-vous nous donner quelques précisions? Merci, Madame la Présidente, de répondre à toutes ces questions. Sonia de la Provoté.
Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc j'ai, moi, deux questions. La première concerne la rémunération des auteurs. Puisque la part des auteurs est de 6 à 7% pour un auteur de BD ou jeunesse, 9% quand c'est littérature, sont des statistiques qui sont utilisées couramment, et 8% quand on est auteur de documentaires ou de littérature de ce type. Est-ce qu'il est prévu dans les négociations de mettre tout le monde au même niveau, ou en tout cas, qu'est-ce qui sous-tend cette différence ? Puisque si une partie des auteurs, puisque la littérature, c'est une vaste famille et chacun y contribue à sa façon, et on sait par exemple que la littérature jeunesse ou la bande dessinée, c'est une façon d'entrer dans la lecture qui permet pour les enfants d'accéder aux livres sous des formes parfois plus ludiques, plus simples, plus aisées. Et donc c'est important que chacun de ces auteurs soient rémunérés de la même façon, puisqu'ils contribuent de façon identique à la promotion de la lecture. Ma deuxième question concerne les questions environnementales, puisqu'on sait que le bilan, par exemple, environnemental du papier, pour ne parler que de celui-là, est assez lourd. Il est réputé pour sa consommation d'eau, d'énergie, et puis toutes les questions qui tournent autour sur le cycle du livre. Et on sait aussi que l'industrie du papier est en grande souffrance actuellement. Est-ce que vous avez un travail et des propositions à faire autour de ce sujet ? On sait que le bilan du numérique, le bilan environnemental du numérique est quand même meilleur que celui du bilan du papier, ce qui fait qu'on est face, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans pas mal d'études, donc en ce qui concerne le livre évidemment. Et donc qu'est-ce que vous envisagez pour pouvoir pallier ce sujet, puisque le livre effectivement dans sa forme physique est crée un lien singulier avec la lecture et permet d'identifier ce moment, notamment dans le cadre de la lecture, physiquement, et au-delà de la pratique du numérique, comment on fait pour maintenir le livre papier dans les perspectives actuelles, notamment face aux défis climatiques. Sabine Drexler. Merci Madame la Présidente pour votre présentation. Alors, on relève actuellement la volonté de la part des institutions culturelles françaises d'intégrer les enjeux écologiques dans leur politique et leurs pratiques. Pourriez-vous nous dire quelle est la stratégie du Centre national du livre pour réduire l'impact environnemental du secteur du livre? Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je salue d'abord les efforts du Centre national du livre déployés pour que vivent les livres. Alors, malgré les morts annoncées plutôt régulièrement, les écrans, que ce soit des livres numériques aux différentes distractions digitales, n'ont pas fait plier le livre papier, fort heureusement. Je veux faire d'ailleurs le parallèle avec le cinéma qui résiste lui aussi. Alors en revanche où la capacité de concentration est en baisse et on stigmatise souvent les jeunes, mais je rappelle que les adultes aussi sont concernés par cette diminution du taux d'attention provoquée évidemment par une surcharge informationnelle que nous subissons au quotidien. Il est donc fondamental de diversifier les initiatives pour encourager la lecture, ce que vous faites très bien. En tout cas, ce qui est encourageant, c'est que les jeunes aiment lire. 81% des jeunes déclarent aimer lire, et réjouissons-nous d'ailleurs que le livre reste le premier poste d'achat des jeunes via le Pass Culture. On voit bien d'ailleurs dans votre récente étude, celle du mois dernier, que la lecture des livres numériques progresse fortement chez les 7-19 ans, où l'utilisation du smartphone reste privilégiée, tout comme les livres audio et les podcasts, qui ont d'ailleurs doublé depuis 2016. Les jeunes lisent par contrainte scolaire, bien sûr, mais aussi pour les loisirs. Et on voit nettement qu'ils privilégient d'ailleurs les mangas, les BD ou encore les romans. Alors sans remettre en cause l'intérêt de découvrir évidemment la littérature en classe, il serait peut-être pertinent
de donner le goût de la lecture aux enfants avec des ouvrages contemporains, que ce soit sur le fond et la forme, qui pourraient donc susciter l'envie de lire. Alors, certains diront, il y a la maison pour ça, mais chaque enfant ne dispose pas toujours de parents lecteurs, c'est-à-dire prescripteurs de livres, qui déclenchent l'envie de lire. Alors, ma question est la suivante. On observe une rupture, un décrochage après 16 ans. Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça a toujours été? Comment créer donc ce continuum et une diversification des supports pour retenir cette tranche d'âge qui décroche donc subitement, peut-être liée aussi à l'après-bac français? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Comme j'interviens en dernier, je pense que la majorité des questions ont été posées, mais je vais quand même revenir, Madame la Présidente, sur quelques éléments, et notamment le numérique à l'école. Agnès Evren l'a cité tout à l'heure, et je voudrais revenir sur peut-être le lien qu'on pourrait faire aujourd'hui si on avait peut-être aussi plus de données chiffrées. A-t-on une connaissance du budget qui est alloué au numérique à l'école aujourd'hui, puisqu'il s'est énormément développé ces dernières années? A-t-on une connaissance du chiffre en termes d'euros pour tous ces ordinateurs qui sont distribués dans les établissements scolaires? Et peut-on mettre en parallèle le budget qui est alloué aux médiathèques, aux bibliothèques de ces établissements scolaires? Peut-on faire un lien entre ces deux sujets? Après, je voudrais dire aussi que on a mis l'obligation d'une activité sportive dans les textes. Doit-on passer par une obligation de lecture? Ça me paraît assez contraignant et pas forcément finalement très motivant de se dire qu'il va falloir obliger à lire. Alors, quel rôle pensez-vous qu'il y a entre, et quelle relation également entre finalement l'apprentissage de la lecture dans la parentalité, parce que notre collègue Alexandra Borchio-Fontimp vient de le dire, il y a aussi des parents qui sont lecteurs ou plus ou moins lecteurs. Peut-on faire le lien entre un enfant qui aura été mis en contact avec des livres dès son plus jeune âge, un enfant qui aura eu l'occasion d'avoir tous les soirs une histoire? Est-ce qu'il y a un lien entre cet enfant qui va être mis en contact très tôt avec la lecture, avec les livres, avec l'amour des livres? Est-ce qu'il sera un futur grand lecteur ou pas? Et bien écoutez, je pense que j'ai fait une question assez courte puisque toutes les questions avaient d'ores et déjà été posées. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Nombreuses questions, comme vous voyez. Un certain nombre se recoupent. En tout cas, les thèmes peuvent se rapprocher. Je vais vous laisser maintenant la parole, Madame la Présidente, pour essayer de répondre aux différents sujets abordés. Pardon, qui a fait l'objet de la première question. Donc, le quart d'heure de lecture est déployé par l'Éducation nationale dans les écoles, mais nous n'avons pas, nous, d'action sur le quart d'heure de lecture déployé dans les écoles. En revanche, lors du quart d'heure de lecture nationale, nous faisons en sorte que, à la fois pour les enseignants, les entreprises, tous les citoyens, il y ait une offre d'un quart d'heure de lecture qu'on essaye de thématiser, amour, environnement, amitié, science-fiction, etc. Ou surtout ce que l'on a plus récemment, c'est des éditeurs qui nous offrent le premier chapitre d'un ouvrage qui vient de sortir qui peut éventuellement donner envie de lire la suite et qui offre une lecture d'un quart d'heure tout à fait inédite puisque le livre vient de sortir. Nous avons, si je puis dire, avec l'autorisation de l'Éducation nationale, pris l'idée de ce quart d'heure, comme je disais, pour en faire un angle de communication une fois par an sur l'importance de la lecture. Pour ce qui est de la chaîne du livre, et vous êtes plusieurs à avoir rappelé effectivement l'importance aujourd'hui de maintenir les équilibres entre la préservation et le soutien apporté aux auteurs, aux traducteurs, aux librairies, à la vie littéraire et aux actions en faveur de la lecture, sur les auteurs et le fait de soutenir un primo-romancier. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée, qui nous est souvent posée, mais on considère qu'on se substituerait, sans en avoir le métier, aux éditeurs,
qui sont mieux positionnés que nous pour sentir l'auteur en devenir, soit le coup de cœur total du premier ouvrage, ou l'auteur en devenir dans un premier ouvrage. Et il nous semble plus raisonnable que l'argent public aide dès le deuxième, qui est d'ailleurs le plus dur, comme dans le cinéma. C'est le deuxième film qui est le plus dur à réaliser, et c'est souvent le deuxième ouvrage qui est le plus dur à faire. Il nous semble que l'aide publique doit se nicher plus de ce côté-là que sur le primo-romancier, dont on pense que l'éditeur a plus de savoir-faire professionnel, de qualité, de compétences que nous pour le choisir. Sur l'amélioration de l'accompagnement des éditeurs auprès des producteurs, compte tenu de l'importance effectivement de l'étude que nous avions faite, qui retraçait 7 ans d'adaptation littéraire. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer que nous aurons en janvier 25 les 2 années, les 2 dernières années, donc qui nous manquaient, 22-23, qui seront assez parlantes parce qu'elles étaient dans le redressement post-Covid, donc probablement encore plus intéressantes à analyser. On voit bien qu'effectivement, un livre, une production audiovisuelle sur 5 est issue d'un ouvrage littéraire, ce qui présente plusieurs avantages. Un, c'est une rémunération non négligeable pour l'auteur et l'éditeur. Et deuxièmement, ça crée un cercle vertueux de boom de vente du livre dont est issu le film ou la série. Donc c'est vraiment un double. C'est ce pourquoi d'ailleurs j'avais souhaité au Centre national du livre qu'on y voit plus clair, qu'on objective les chiffres et qu'on les compare à l'échelle internationale. Et c'est vrai qu'on est encore un pays de lecteurs, puisqu'on voit qu'on est le pays en Europe et par rapport aux États-Unis qui adapte le plus de films ou de séries issues de livres. Donc ça donne effectivement, ça nous a conforté dans le fait d'augmenter notre soutien à la SELF, qui est la société qui perçoit des droits sur les cessions d'adaptation et qui œuvre pour cette politique de dynamisme dans le cadre de l'organisation de Shoot the Book, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui se déroule dans tous les festivals audiovisuels ou cinématographiques importants. Grâce au soutien du CNL, ils ont pu, depuis 2 ans, développer un Shoot the Book à Sérimania, où ils n'étaient pas. Et donc, c'est beaucoup par la SELF que passe cette dynamique des adaptations. Je ne vous cache pas que nous réfléchissons, mais sans savoir si c'est une bonne idée ou pas, et donc on doit continuer nos rendez-vous avec tous les producteurs, les grands diffuseurs d'audiovisuel et les grands éditeurs, sur le fait qu'il pourrait ça aurait peut-être du sens dans le cadre du festival de Livre Paris, et on travaille ensemble aussi là-dessus, qui retourne au Grand Palais, d'avoir peut-être une journée consacrée à un grand pitch international, dans le cadre desquels les éditeurs français pourraient présenter leurs œuvres. Mais peut-être que ça ne se fera pas parce que certains nous disent que c'est mieux de cibler les festivals, concentrés sur l'animation à Annecy, la fiction à Cannes, la série à Lille. Et donc il y a là encore des rendez-vous à organiser. Voilà. Mais on ne s'empêchera pas de rêver grand s'il le faut. Sur le livre d'occasion, il est revenu plusieurs fois. Le fait que lors de la venue du président de la République au Festival Livre Paris, il a effectivement dit vouloir travailler sur cette contribution sur laquelle le Centre national des éditeurs, le syndicat national des éditeurs a travaillé pour qu'il y ait une contribution qui permette d'offrir une forme de redistribution, là encore, aux auteurs et éditeurs de livres neufs, dont on peut imaginer sur le long terme que la part de marché pourrait être atteinte par le développement croissant du marché d'occasion, comme on le constate dans le secteur des meubles, de la décoration, du design, des vêtements. Voilà, de toute façon, c'est un mouvement naturel. Sur le plan de l'environnement, puisque en première lecture,
on peut penser que le livre d'occasion est forcément aussi une manière, au fond, d'être vertueux sur le plan de l'environnement. Je crois que ça nécessite des études très précises sur l'organisation des flux et du voyage du livre d'occasion lorsqu'il est livré. Et là-dessus, je n'y vois pas clair et je ne pense pas que l'étude ait été finement faite, mais je sais qu'elle se fera. Je ne serais pas choquée que de la même manière qu'à chaque utilisation ou passage d'un film de cinéma sur une chaîne audiovisuelle, dans le cadre d'une chronologie des médias, l'auteur et le producteur touchent de l'argent, qu'il y ait un droit de suite qui existe pour les artistes d'art contemporain. Ça ne me semble pas, en tous les cas, ça me semble une bonne chose de réfléchir à comment la réutilisation commerciale d'un ouvrage pour une deuxième vente, une troisième vente, puisse contribuer à l'équilibre de la filiale du livre. Je trouve ça très sain. Après, la manière dont ça doit se faire est à l'étude, mais je pense que, une fois de plus, pourquoi la filière du livre ne serait pas traitée avec les mêmes égards que celle du cinéma ou de l'art contemporain. Et je dirais ça si je n'étais pas présidente du Centre national du livre aussi. Sur les études scientifiques, je me range totalement de votre côté sur le fait qu'il y a un véritable danger à privilégier l'open access gratuit à tout vent, que je suis désolée que ne soit pas appliquée la défense de la préservation des droits des auteurs de littérature scientifique. La France, on le sait, est une terre très puissante en matière scientifique, et si l'édition scientifique devient 100% État ou 100% gratuite, on perdra toute force, toute diversité de regard, toute puissance. C'est très grave. Ensuite, sur la question sur comment faire pour lutter contre les écrans et la lecture, alors qui revient aussi à y a-t-il une corrélation entre l'accroissement du temps passé sur les écrans et la baisse d'attractivité de la lecture, qui peut plus ou moins rejoindre la question du numérique à l'école. Sur une vision plus optimiste qui consiste à dire les écrans n'ont pas encore fait plier le livre. Je vais essayer de faire une réponse construite et qui réponde un peu à tous les aspects, mais si je ne suis pas suffisamment complète ou que vous n'êtes pas satisfait, vous n'hésitez pas à me reposer la question. Sur le fond, quand j'ai l'occasion d'intervenir sur le temps passé sur les écrans et le temps passé sur la lecture, d'abord, je dirais, il n'y a pas de corrélation scientifique. Voilà. Mais dans notre étude, Centre national du livre, dont c'est que certains chercheurs qui sont pro-écran, en disant le cerveau humain s'est toujours adapté, l'espèce humaine s'est toujours adaptée. On a eu la même peur avec la télévision, mais pourquoi donc est-on inquiet? Je dirais, ça n'a rien à voir. La télévision, elle n'était pas le prolongement de notre corps. Et comme dit Alain Damasio, l'homme, à la fin de sa vie aujourd'hui, le digital native, aura passé plus de temps à caresser la fenêtre de son écran qu'à caresser le corps d'une femme. Et je trouve que cette comparaison est très belle et elle dit tout. Ou d'un homme. Je ne veux pas vous apparaître genré. Donc, je pense quand même que il n'y a pas d'abord de corrélation scientifique, mais en revanche, si on parle au corps médical, et nous constituons en ce moment autour de nous un ensemble de médecins, pédiatres, pédopsychologues, pédopsychiatres, neurologues, sur la question de comment sont les enfants qu'ils reçoivent chez eux, comment sont les enfants qu'ils soignent, la question de la trop grande fréquentation des écrans,
Je ne suis pas chercheuse, mais ça me paraît quand même une évidence que c'est un souci. Bien évidemment, tout dépend de l'utilisation des écrans. Mais généralement, c'est la double peine. Les enfants qui sont abandonnés 7 ou 10 heures par jour sur les écrans sont précisément souvent ceux qui ne sont pas incités à lire, dont la bibliothèque, s'il y en a une, est plutôt vide à la maison, qui ont aussi un problème de concentration, un problème de sommeil, parce que ça c'est avéré scientifiquement, que de regarder l'écran 2 heures avant de s'endormir, voire ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce que 20 minutes, ça réduit les chances d'avoir un sommeil paisible. Ça c'est avéré scientifiquement. Donc là, nous sommes en train, nous, au Centre national du livre, de réunir toutes les études scientifiques pour se faire une sorte d'annuaire des données scientifiques, qui ne sont pas que françaises évidemment, des études des pays européens, des pays anglo-saxons et asiatiques. Mais je pense que sur la question de la concentration, du sommeil, de l'enrichissement du langage et de l'apprentissage de la langue, les bienfaits de la lecture versus ceux des écrans sont avérés. Dans nos études, nous distinguons le temps passé sur l'écran à faire autre chose que lire. C'est-à-dire que quand on dit qu'ils passent 10 fois plus de temps sur l'écran qu'à lire, alors qu'il y a 2 ans, c'était 7 fois plus de temps, on distingue bien le temps qu'ils passent à faire autre chose que lire sur leur écran. Parce qu'effectivement, on ne veut pas condamner la lecture sur l'écran, qu'il soit le livre numérique ou toute autre forme de lecture. On n'est pas en train de se dire qu'on va faire un monde sans écran. On pense qu'il faut vivre avec son temps. En revanche, on pense qu'on aurait tort de taire les méfaits et de se voiler la face. Le corps enseignant en est conscient. Si vous parlez, vous l'avez dit vous-même, si vous parlez avec les enseignants, ils le disent. Le corps médical le dit. Après, bien sûr, les chercheurs scientifiques, et tant mieux, ils sont dans une exigence de l'analyse multifactorielle qui fait que c'est beaucoup plus poussé scientifiquement et qu'on ne peut pas faire de corrélation à travers notre étude directe entre, une fois de plus, tant sur les écrans et tant sur le livre papier. Je voudrais peut-être dire que oui, il faut travailler aussi beaucoup avec les ouvrages contemporains. Comme je l'ai dit, nous avons la chance en plus en France d'avoir une littérature jeunesse, une littérature contemporaine jeunesse extrêmement riche et qui nous est achetée dans le monde entier, à commencer par la Chine, donc dont on ne peut pas dire que sur le plan de l'univers et de l'imaginaire on soit proche. Donc vraiment, c'est une chose qu'il faut pousser beaucoup. Sur le goût des grands lecteurs, sur la sensibilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui des grands lecteurs, lorsqu'ils étaient petits, oui. 92% des grands lecteurs, dans notre étude, disent qu'ils se souviennent avec émotion de la petite lecture du soir, souvent par la mère, à l'époque. Peut-être que ça va changer, mais oui, c'est évident que la petite lecture du soir, la lecture partagée entre les parents et les enfants, certains enfants disent qu'ils souffrent du temps que leurs parents passent sur leur écran. Donc le fait qu'effectivement les adultes aussi sont happés par leur portable sont des choses, et c'est peut-être l'occasion lors du quart d'heure de lecture nationale de communiquer sur tout ça. On essaye d'en profiter toujours pour communiquer dans tout ça sans avoir un discours trop culpabilisateur par rapport aux parents, parce qu'on sait aussi la difficulté pour certains parents, voire pour tous, comme disait Freud, c'est le pire métier. On connaît la difficulté et on ne veut pas culpabiliser. En revanche, on pense que des fortes campagnes de sensibilisation sur le comportement de l'adulte qui entoure l'enfant, en famille, dans les lieux de vie des enfants, est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Et la dimension de mimétisme est très très importante.
la question des données chiffrées sur le budget numérique de l'école versus, je suppose, l'achat de livres des CDI, ça je peux pas répondre, je n'en sais rien. Je suis pas du tout capable de vous répondre. Sur oui, et il y avait... Ah oui, alors la question de le pass culture, donc le premier achat, c'est le livre. Doit-on s'inquiéter que ce soit manga, BD, et il faut rajouter romance désormais, hein, qui est un boulevard des jeunes filles, et non pas des jeunes garçons. Alors, au début, j'étais inquiète, et je le suis beaucoup moins. Pourquoi ? Dans les premiers mois, le manga représentait 70% des achats de livres dans le livre, qui représentait 70% de la part individuelle du pass culture. Je dirais 70%, tant mieux. Et ça a baissé un peu, bien sûr, depuis que la vie culturelle a complètement repris ses droits, les concerts de musique et tout, ça a baissé un peu, mais ça reste le premier objet acheté. J'étais inquiète. Mais quand je vois maintenant le nombre d'enfants qui s'endorment sur leurs réseaux sociaux, avec les méfaits que ça crée sur les troubles du sommeil, sur la concentration, je préfère qu'ils s'endorment en lisant un manga. D'abord parce que depuis, je me suis mise au manga, et qu'il y en a qui sont excellents, très poétiques, qui défendent des valeurs extrêmement nobles, très humanistes. Ça, je ne savais pas à l'époque. Hein. Et deuxièmement, parce que le manga ne représente plus que 38% par rapport aux 70% d'il y a un an, que 38%. Donc ça prouve qu'il peut jouer le rôle d'une passerelle lorsqu'avec le pass culture, on se rend dans une librairie et qu'on finit par créer un dialogue avec son libraire. Et d'ailleurs, les libraires nous disent, grâce au pass culture, on a accueilli beaucoup de jeunes pour la première fois, qui n'y seraient jamais venus et qui petit à petit prennent les codes. Et donc passer l'achat manga, BD, ils probablement écoutent, lisent la 4e de couverture, voilà. Donc avant j'étais, si je puis dire comme vous, très inquiète de me dire oh, si ça favorise qu'un seul genre, c'est quand même embêtant. Mais on voit que c'est en train d'évoluer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur la question environnementale. Alors, sur l'environnement, comme l'a dit Marlène Maton, notre secrétaire générale, nous avons dans notre charte mis un angle environnemental. Il ne suffit pas de l'inscrire dans la charte. Que faisons-nous depuis ? Nous avons lancé des groupes de travail. Nous avons eu les premiers groupes de travail et nous en avons d'ailleurs cet après-midi même au Centre national du livre. C'est cet après-midi ou demain ? C'est vendredi, pardon. Vendredi après-midi, nous recevons 50 directeurs de festivals de littérature comme deuxième groupe de travail de l'environnement. On a pris les groupes de travail sur 3 aspects, édition, vie littéraire, donc les festivals, et librairie, suis-je bête. Donc on a une enveloppe dédiée de 4 millions d'euros sur 3 ans pour pouvoir accompagner tous les investissements qui permettraient d'améliorer la vie du livre à travers l'édition, la vie littéraire dans les festivals et la librairie. Pour la librairie, pas plus tard qu'hier, on s'est réunis sur notre comité librairie. On avait 2 librairies, c'est récent, hein, ça fait 6 mois qu'on fait les webinaires pour informer toute la profession. On avait 2 gros projets, pour l'une 35 000 euros, pour l'autre 40 000 euros, qui allaient permettre de financer 50% des investissements de 2 librairies qui travaillent sur façade et toit pour permettre de préserver la température de leur lieu, travailler sur pompe à chaleur, etc. Tout ce qui est vertueux en termes d'énergie. Donc, sur les festivals, on aura les conclusions dans... on s'est fixé la fin de l'année. La fin de l'année,
on aura eu 3 groupes de travail pour les éditions, 3 groupes de travail pour la vie littéraire et les festivals, 3 groupes de travail pour les librairies, et on pourra faire un premier bilan d'actions qui peuvent être soutenues financièrement avec une enveloppe qui a été votée par notre conseil d'administration, intégralement dédiée à la transformation. Et enfin, je donnerai le dernier exemple d'investissement auquel nous avons contribué, qui est le fameux outil développé par le syndicat national de l'édition, en relation avec le syndicat des libraires français, le SLF, pas encore totalement d'accord, mais qui va voir le jour, qui s'appelle Phileas, qui aura vocation, comme dans le domaine du cinéma, à pouvoir sortir les ventes par lieu, par titre, quotidienne, et qui sera un outil de gestion précieux pour les éditeurs dans la gestion des stocks, et dont on attend beaucoup pour la réduction du pilon. Voilà. Et il y avait les émissions littéraires et il y avait la question de la lecture dans l'audiovisuel et singulièrement l'audiovisuel public, je pense. Et Villers-Cotterêts aussi. Pardon, alors Villers-Cotterêts, oui. Alors Villers-Cotterêts, d'abord on a fait notre séminaire de fin d'année à Villers-Cotterêts. On a financé leur premier festival de littérature qui s'appelle Mes et mots, donc qui met en lien la gourmandise et la gastronomie avec la littérature, qui a très bien fonctionné. Et on soutiendra évidemment la 2e édition. Et là, nous réfléchissons d'abord à des actions pendant le sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre, et aussi à l'organisation de résidences d'auteurs francophones qui prendront place à Villers-Cotterêts. C'est les premières pierres d'une collaboration. Paul Rondin, qui dirige Villers-Cotterêts, souhaite aussi, sur certains événements qu'on organise au Centre national du livre, qu'on puisse les signer, si je puis dire, pour 2 ou 3 soirées, pour qu'ils puissent en accueillir certaines. Par exemple, je pense à l'accueil que nous avons réservé aux chercheurs pastoraux et la couleur et les animaux, à Descola et l'anthropologie, à Freud et Marie Bonaparte, où il aimerait que pour certaines de nos soirées organisées en soutien aux ouvrages que nous aidons, pour les mettre en lumière et organiser du débat, nous puissions inviter les soirées qui l'intéressent à venir se rendre à Villers-Cotterêts sans qu'il ait besoin d'appeler les auteurs, de les convaincre, et que nous le fassions. Voilà, donc on est en train de réfléchir à plein d'actions de cette nature-là. Animation culturelle, résidence et les festivals qui peuvent s'installer à Villers-Cotterêts, notamment Nuit de la lecture et Partir en livre, pour qu'on soutienne des actions qui les mèneraient à Villers-Cotterêts en relation avec nos festivals nationaux. L'audiovisuel, la place du livre dans le... Alors, on ne soutient pas financièrement France Télévisions et Radio France, on est quand même beaucoup plus petits. En revanche, on a des partenariats très importants. Sur le quart d'heure de lecture, France Inter nous couvre chaque heure. Chaque nouvelle émission est ponctuée du quart d'heure de lecture, voire de lecture à voix haute, de textes choisis par la chaîne en fonction de ses coups de cœur. Et nous avons un partenariat avec la Grande Librairie qui nous soutient sur tous nos événements avec beaucoup de fidélité et qui est très prompte à travailler avec nous sur des actions aussi plus pointues pour en faire la promotion. Et l'aide, est-ce que le CNL... Et un partenariat avec France Culture sur le Book Club. Et dernière question qui avait été posée sur l'aide à l'étranger pour tout le secteur francophone. Est-ce que le CNL soutient des actions, que ce soit des salons ou les librairies francophones? Alors, nous soutenons les librairies francophones en partenariat avec le ministère, bien sûr, des Affaires étrangères, qui siège à la commission librairie francophone, qui a eu lieu hier au Centre national du livre, et la centrale de l'édition, qui garantit l'acheminement des ouvrages. Nous avons particulièrement soutenu les librairies francophones pendant
la crise du Covid qui, évidemment, n'avait pas de plan d'urgence et de plan de relance. Donc on a beaucoup soutenu et je pense vraiment contribuer au fait de préserver la vie des librairies francophones. Pardon ? Les malvoyants. Oui, je vais le faire. Là, je suis sur la francophonie. Nous avons créé aussi 2 nouvelles aides dans le cadre de la francophonie. Une aide où on encourage les éditeurs francophones des francophonies du Sud. On les finance s'ils font une coédition avec un éditeur français ou s'ils obtiennent une cession de droit du français au français. Nous faisons ça pour encourager les coéditions, créer des connivences entre éditeurs de la francophonie du Sud, éditeurs français, et afin que les livres soient édités au plus près de la distribution dans les pays dans les pays de la francophonie du Sud, pour qu'on puisse avoir des livres en français francophone à 7-8 euros et non pas à 27 euros, qui n'ont aucune chance d'être vendus dans les librairies francophones de la francophonie du Sud aux habitants en dehors des diasporas européennes. Donc ça, c'est 2 nouvelles aides qu'on a confiées à la commission des librairies francophones en partant du principe qu'ils étaient les mieux à même de juger la qualité des projets et leur intelligence. Et nous sommes heureux parce qu'on a hier 8 projets, donc première commission de cession du français à français et de coédition, 8 projets qui pourront être annoncés d'ailleurs lors des sommets de la francophonie, voire qui auront été édités dans les pays francophones. Sur le public non-voyant, et j'allais dire le public qui, de manière générale, a un handicap, nous avons notre commission dédiée au public spécifique qui consacre à peu près 30% de ses aides au public victime d'un handicap. Et nous avons dans ce cadre beaucoup d'audio, de livres à très gros caractère pour les malvoyants. On les soutient, les FALC, faciles à lire, donc ils font l'objet souvent en médiathèque d'un rayon spécifique, des ouvrages à destination des 10, des ouvrages numériques à destination des gens qui souffrent de maladies des 10. Voilà, donc là on a une politique assez active qui passe par notre commission de soutien à la lecture des publics spécifiques. Et pour les librairies qui disparaissent, une question sur les librairies en France indépendantes qui disparaissent, 1 sur 10 depuis 10 ans. Écoutez, nous, en tous les cas, depuis 2 ans, on assiste à une grande dynamique de la création de librairies indépendantes. On en a ouvert plus de 144, alors que seuls 22 ont fermé, avec beaucoup d'urbains qui changent de vie, des traders, des banquiers, des enseignants qui veulent quitter les grandes métropoles et qui prennent le risque d'une librairie indépendante dans des plus petites communes. Il y a une certaine dynamique, on les aide beaucoup pour la création et la transmission, à la fois en termes de formation avec l'école de la librairie que l'on soutient par ailleurs, mais aussi sur les conseils d'agencement, sur toute la politique d'installation. Merci Madame la Présidente pour toutes ces réponses.